Et après, maintenant, je me rends compte que 95% des trucs que je fais, c'est lié au réseau, directement ou indirectement. C'est un truc de fou. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce au réseau. Tellement, ouais. Exact, c'est grâce au réseau, ça t'ouvre tellement de portes. C'est un outil tellement puissant si utilisé de la bonne manière. Moi, ce que je dis un peu toujours aussi, c'est que c'est tellement un nouveau business que là, on arrive, on commence à comprendre un peu comment ça marchait, etc. Mais par exemple, si tu veux être avocat ou tu veux travailler en assurance ou quoi, tu suis des cours, il y a des livres qui sont écrits, tu fais ça, tu vas arriver là, tu vois. Tandis que nous, on était en train d'écrire ce livre. Mais après, tu as compris aussi à un moment donné que tu pouvais vendre des produits ou des services à travers la visibilité. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Seb Delaney. Salut Seb. Salut, comment ça va ? Ça va merveilleusement bien et toi ? Ouais, au top. Fantastique. Merci infiniment d'avoir accepté de tourner ce podcast. On s'est rencontrés il y a quelques temps du coup pour le sujet de l'immobilier en Suisse, évidemment. Mais peut-être rapidement, fais-nous une introduction, même si on ne te présente plus vraiment maintenant dans le monde digital. Une petite introduction de qui t'es pour les auditeurs. Oui, bien sûr. Moi, Seb Delaney, YouTuber automobile. Je pense que voilà, et passionné du monde auto. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube quand j'avais 12-13 ans. J'en ai 26 aujourd'hui, donc ça fait un petit bout de temps. Et j'amène mon audience avec moi sur toutes mes aventures autour de l'automobile. Et entre-temps, j'ai pris intérêt à l'immobilier. Ça m'intéresse énormément. Je suis devenu fan de ce que tu fais sur les réseaux. Donc voilà, on a commencé à parler, nous, un peu de l'immobilier en Suisse. Moi, je suis en Suisse depuis presque 10 ans. Et voilà, j'adore être ici. Et ça me fascine un petit peu d'apprendre un peu plus sur ce monde. Donc, ça me fait trop plaisir de pouvoir discuter un petit peu de ce milieu-là avec toi, quoi. Magnifique, merci beaucoup, moi aussi. Et du coup, dans cet épisode, on va peut-être se concentrer d'abord sur la partie effectivement business, YouTube, tout ce que tu as mis en place, ce qui est incroyable depuis le temps où tu as débuté. Ouais. Et puis ensuite, après, on s'orientera plus vers l'immobilier. Bien sûr. Et puis l'intérêt qu'on a en commun pour l'immobilier en Suisse. Ouais. Raconte un peu du coup, moi, il y a un truc qui m'a toujours hyper intéressé chez les créateurs de contenu, on en a parlé d'ailleurs ensemble, c'est qu'au final, il y a une grosse différence entre la création de contenu vraiment et puis le business qu'il y a derrière. Ouais. Et du coup, toi, dans tes débuts, tu étais vraiment dans la création. Création pure vidéo, machin, c'est sympa, on fait des vues. Exact. Et petit à petit, ça se transforme. Raconte-nous un peu comment ça se passe vraiment l'évolution. Alors, moi, dans ma situation, je pense que ceux qui ont commencé il y a longtemps, parce que quand j'ai commencé, c'était le début de YouTube, c'était pas encore monétisé. Ouais. Donc, on mettait vraiment des vidéos. Moi, en l'occurrence, c'était juste pour les stocker. J'avais plus de place de stockage pour les vidéos. Je les mettais sur YouTube pour les stocker et aussi pour les partager avec mon grand-père et de la famille qui était en Angleterre et qui voulait voir les voitures. Donc, ça n'a vraiment pas commencé avec l'optique de devenir un business. Aujourd'hui, ça a changé. Je dirais la plupart, en tout cas une bonne moitié des personnes qui commencent sur YouTube le font avec l'optique de j'ai envie d'en vivre, etc. Donc ça a beaucoup changé. Donc moi, ça s'est un peu passé naturellement, tu vois, où à la base, c'était juste pour le kiff, c'était un hobby, c'était un truc que je faisais vraiment seulement pour m'amuser et pour partager. Et j'ai toujours essayé de garder ça, malgré le fait que c'est devenu, bien sûr, beaucoup plus business, il y a des revenus derrière, etc. Je trouve ça important parce que c'est plus authentique et ça te permet de faire du contenu pour toi-même et ton audience, du contenu qui intéresse plutôt que d'être juste motivé par les retombées derrière. Mais, bien sûr, il y a eu un jour, je ne me rappelle plus dans quelle année c'était, YouTube ont décidé de monétiser les vidéos. Les vues ont commencé à tomber aussi. Quand il y a des vues, il y a des sponsors, des marques qui veulent se mettre en avant à travers les réseaux sociaux, mais bon, ça se fait dans tout, hein, la télé, la radio, le magazine et tout, c'est le même concept. Et en fait, c'est comment avoir un business qui optimise ça tout en gardant l'authenticité du début, quoi. Donc, c'était en quelle année vraiment tu as commencé en quelle année déjà ? Moi, j'ai dû commencer en 2010, quelque chose comme ça. Ouais. Wow, 2010, ouais, 2011. Le début des vidéos, quoi. Oui, c'était le tout début. C'était le tout début. Et
Et ouais, enfin, comme j'ai dit, c'était juste, je filmais les voitures que je voyais j'habitais dans le sud de la France. Ouais. Et les voitures que je voyais là-bas, je les filmais et je les mettais là-dessus. Et après, petit à petit, ça a fait de plus en plus de vues. J'ai commencé à avoir... Je me rappelle, la première fois que j'ai compris, attends, il y a peut-être quelque chose là, c'est qu'on m'a donné une casquette, une marque qui faisait des casquettes, qui m'ont dit, on te donne la casquette gratuitement si tu la portes dans ta vidéo. Et je me suis dit, ah, mais c'est dingue. Enfin, pour moi, j'étais trop content, j'avais une casquette gratuite. Et il y avait un gars qui s'appelle Shmi150, et c'est un YouTuber automobile, et il est très connu, il est anglophone, mais aux États-Unis, en Angleterre, il a des millions d'abonnés. Et lui, il avait 10-15 ans de plus que moi. Et beaucoup des personnes avec qui j'ai commencé dans le monde de YouTube avaient 10-15 ans de plus. Ouais. Et donc, eux, ils avaient cette notion de, si on peut, on va le transformer en business. Tu vois, moi, à 16 ans, enfin, j'avais pas du tout cette notion-là. Et c'est lui qui m'a fait comprendre, attends, non, Seb, tu comprends pas, si tes vues augmentent, tu pourras peut-être commencer à tu vois, financer tes vidéos et te faire des revenus à travers ça. En faire un métier, quoi. En faire un métier. Et ce qui a beaucoup changé, bien sûr, c'est que YouTube, ensuite, ont monétisé. Donc, en fait, comment ça marche, c'est que YouTube ont des marques qui payent pour avoir des pubs sur YouTube. Ces pubs sont distribuées sur des chaînes YouTube différentes. Donc, quand on regarde une vidéo YouTube, c'est les pubs qu'on peut skip au début. Ouais. Exact. Et en fait, tu te fais payer par 1000 vues. Donc, c'est le CPM, en anglais, cost per mille. Et tu as un prix par 1000 vues sur tes vidéos YouTube. Et donc, en fait, ça fait deux sources de revenus. Tu as YouTube qui te rémunère et c'est tous les mois. Enfin, c'est Google qui t'envoie un chèque à la fin du mois. Et c'est déterminé sur le nombre de vues que tu as, combien de personnes veulent mettre des pubs sur ta vidéo. Parce que, par exemple, si tu fais des vidéos un peu vulgaires ou quoi, peut-être beaucoup moins de marques vont vouloir s'associer à cette image-là. Si tu es dans un milieu, par exemple, automobile, il y a plein de marques qui sont dans l'automobile, dans l'immobilier, pareil. Mais si, je sais pas, je suis dans le potager, tu vois, peut-être qu'il y a un peu moins de budget dans ce milieu. Donc, ça dépend, ça change un peu dans tous les milieux. Et après, tu as, séparément à ça, tu as tes sponsors perso, on va dire, qui te contactent en direct. Et là, c'est placement de produits comme dans n'importe quel milieu, tu vois, comme les sportifs qui vont mettre des habits, pareil, toi, peut-être que Nike t'a payé aujourd'hui pour mettre ça, hein, on ne sait pas, hein, mais c'est possible, pour une montre, des lunettes de soleil, quoi que ce soit, ou là, peut-être qu'on parle de ces magnifiques mugs, j'ai oublié le mot, voilà. Mais, des tasses, ouais. Des tasses, tu vois, et donc c'est des trucs comme ça qui ensuite génèrent des revenus. Et du coup, après, mais ça, c'est vraiment la partie placement de produit au final, revenu automatique de YouTube. Mais après, tu as compris aussi à un moment donné que tu pouvais vendre des produits ou des services à travers la visibilité. Donc, moi, personnellement, c'est comme ça que je le monétise, hein, donc ma visibilité en ligne. Et ça, tu l'as fait par les chaussures, typiquement, par exemple. Oui, donc, en fait, ce qui est super avec les réseaux et avoir une audience, c'est de pouvoir les amener avec toi dans tous tes délires un petit peu. Donc moi, ce que je kiffe, c'est de pouvoir amener mon audience et les faire rentrer dans des mondes que je découvre. Donc par exemple, là, on parle d'immobilier. Ça serait top si j'ai quelques-unes des personnes qui me suivent, qui écoutent ça maintenant. Ils vont venir avec moi et apprendre un peu sur l'immobilier. Les chaussures, j'ai toujours voulu faire ça. J'adore les choses. Et j'ai eu un peu cette idée de ça serait assez intéressant de pouvoir faire ma propre chaussure et partager ça avec mon audience et faire la chaussure que moi je trouvais manquer du marché. Et voilà. Et quand tu as une audience, ce qui est cool, c'est que souvent, ça veut dire qu'il y a 2-3 personnes qui vont te suivre et ça peut aider à accélérer quelques processus. Donc, en l'occurrence, par exemple, avec les chaussures, il y a des clients directement, potentiellement, qui seront derrière. Bien sûr, il faut que le produit soit là. Ça, c'est toujours la priorité numéro 1. C'est que tout ce dont je vais parler ou mettre en avant devant mon audience, il faut que ce soit qualité. Faut que je l'aime, tu vois, faut que j'aime la chose qu'il y a derrière, que je l'utilise. Si c'est un truc que j'ai créé moi, que ce soit vraiment quelque chose que je porte et que j'adore moi-même. Et donc voilà, donc ensuite, oui, tu peux partir dans plein de choses différentes. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est toujours ce qui m'a fait peur, moi, avec le placement de produits. D'ailleurs, j'ai dit que j'en ferai jamais parce que je vends uniquement mes produits et services à travers ma visibilité. Pourquoi ? Parce que
je suis tout à fait partant de recommander un service qui est extrêmement qualitatif, qui va apporter du soutien à la communauté ou de l'aide par rapport à ce qu'elle a besoin. Mais par contre, moi, vendre un produit qui est éclaté ou un service qui est pourri à la communauté juste parce que je suis rémunéré derrière, je ne le ferai jamais. Jamais je me sentirai à l'aise de faire un truc comme ça, quoi. Non, mais c'est risque, comme... En fait, ce qu'il faut penser aussi, c'est comme tout business, il faut penser long terme. Ouais. Et pour les réseaux sociaux, YouTube, Insta, tout ça, il y a pas mal de monde qui vont avoir du succès, qui vont pouvoir faire le buzz rapidement, mais c'est beaucoup plus difficile de rester à la longue. Et pour ça, je trouve que la crédibilité et avoir une relation proche avec son audience, c'est le plus important. Et on perd directement ça si on met en avant des produits. Après, le plus que ça prend de l'ampleur, le plus d'offres il y a. Et c'est très facile d'être tenté de mettre en avant quelque chose. Et tu dis, ça a l'air clean, mais si tu ne l'as pas encore testé ou quoi, il faut faire attention à ça. Tout le monde fait des erreurs à des moments. Moi, j'ai toujours essayé de vraiment faire attention à ça. Mais c'est sûr que je pense que ton optique, toi, de faire... Il vaut mieux faire trop attention que pas assez attention là-dessus, tu vois. Donc, il faut mieux être un peu frileux, je ne sais pas si c'est le bon mot là. Je fais de mon mieux en français, hein. C'est pas ma première langue, c'est l'anglais ma première langue, mais je fais de mon mieux. Mais si tu es un peu... tu fais attention à ce que tu mets en avant, c'est beaucoup mieux d'être comme ça que de juste prendre tout ce qui passe, parce qu'après, ça va pas marcher longtemps. Regarde, l'exemple parfait, c'est la télé-réalité. Il y a beaucoup de personnes qui font la télé-réalité, qui vont mettre plein de trucs en avant. Ils se font beaucoup d'argent au passage, mais dans 2 ans, bien sûr, c'est pas pour tous, hein, je globalise le truc. Dans 2 ans, souvent, il y en a qui on n'en entend plus parler. Ils ont disparu parce qu'ils ont perdu toute la crédibilité avec ça. Au final, ils ont des clients en ligne, mais ils n'ont pas vraiment une communauté. Et aussi, moi, je trouve que c'est important aussi envers les marques de dire... Je ne mets pas n'importe quoi en avant. Donc, il y a aussi la crédibilité de si je vous mets en avant, l'audience sait que c'est un produit de qualité derrière, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, ça, c'est aussi assez important. Moi, j'ai essayé très tôt de m'associer aussi avec des marques que j'adorais. J'ai eu la chance d'avoir du soutien de marques comme Pirelli, comme Tag Heuer, tu vois, des trucs des super marques, quoi, qui m'ont soutenu quand j'étais jeune, qui ont cru en moi, et je les remercierai toujours. C'est spécial, et je préfère attendre ces opportunités-là que de prendre tu vois, un peu tout ce qui passe. N'importe quoi dès que ça vient. Exact, c'est clair. exact. Et du coup, mais alors, comment ça se passe concrètement, la transition entre le passage créateur de contenu où au final, tu fais des vidéos sur YouTube, tu commences à être rémunéré par le CPM, et puis, mais au final, c'est toi en nom propre, tu n'as pas de structure derrière, tu n'as pas du tout d'organisation, c'est un peu random, les revenus, tu sais, ils arrivent, mais voilà, tu sais pas trop comment déclarer ça, tu sais pas trop comment ça fonctionne. Au final, il faut créer une société, il faut s'organiser et tout ce que on en a déjà discuté. Et je pense que t'as dû le faire. Comment ça se passe, ce process là? Parce que très souvent, en fait, ce que j'ai remarqué, et chez les sportifs aussi, qui font beaucoup de contenu, c'est que c'est des artistes, des sportifs, des créateurs, mais d'un point de vue gestion management, c'est beaucoup plus compliqué. T'as rien derrière, t'as aucune il n'y a aucun apprentissage, aucune éducation nécessairement derrière sur comment faire ça. Moi, pour être complètement honnête, je me suis pris la tempête en pleine face, quoi. Parce que comme j'ai commencé très jeune, pareil, comme j'ai dit, beaucoup des gars qui le faisaient quand moi je le faisais, ils étaient beaucoup plus âgés, donc ils savaient tout ça. Moi, à 17, 18, 19, 20 ans, tu n'es pas nécessairement au courant, et tu n'as pas cette optique-là, ce n'est pas ta priorité, tu vois, à ce moment-là. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais au bon endroit au bon moment. Bon, il y a eu beaucoup de travail derrière aussi, mais pour moi, la priorité, c'était la création de contenu. Le reste derrière, honnêtement, je m'en foutais, mais c'était pas à quoi je pensais le plus. Donc, les choses marchaient. J'ai eu énormément de chance avec ça. Mais derrière, c'est vrai que c'était un peu le chaos, quoi. C'était pas très organisé. Donc, j'ai dû apprendre sur le terrain directement, et j'ai eu énormément de chance que j'ai eu de l'aide. Ma mère m'a beaucoup aidé. Donc elle a compris, elle a vu, je crois comme n'importe quelle maman, elle a vu son fils un peu perdu dans tout ça. Enfin, je savais plus trop. T'as des personnes qui te demandent des trucs à gauche, à droite. Les réseaux, t'as énormément justement d'opportunités qui rentrent. J'étais en train de voyager de partout, j'avais plus de temps. Enfin, c'était super, tu vois.
C'était dingue, mais il faut, comme tu dis, il faut une structure derrière. Ouais. Donc, elle m'a aidé pour mettre tout ça en place. Donc là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Elle est venue un peu comme manager. Donc, elle me protégeait aussi envers des marques qui comprenaient que j'étais jeune, que je ne comprenais pas nécessairement comment ça marche. Et elle a un peu servi comme barrière de moi envers beaucoup des opportunités, des mauvaises opportunités, disons. Ouais. Et elle a restructuré mes trucs. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un peu cette protection. Et ça m'a permis d'avoir un peu plus de temps pour apprendre sans je sais pas si on peut dire sans faire trop de bêtises, voilà. Je vais dire comme ça au passage. Et ensuite, comme tout le monde, il y a des personnes, ça se passe à beaucoup plus jeunes que d'autres. À un moment, je crois que tu as un déclic où tu as envie de passer la seconde et de vraiment être plus structuré. Et tu es motivé par des choses différentes, tu matures un petit peu. Et moi, je l'ai fait sur le terrain, justement. Et depuis, j'ai eu ce déclic. Depuis, j'ai voulu restructurer les choses. Mais je préfère être honnête et dire qu'il y a eu un moment où, oui, c'était un peu dans tous les sens. Ouais. Et j'ai dû apprendre comme ça. Je suis sûr, il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. Mais en même temps, ça m'a permis de continuer à vivre d'une manière qui était très... teenager, tu vois, l'adolescent qui kiffait sa life, qui voyageait de partout. Et je crois que c'est une des raisons que quelques-unes des personnes ont peut-être se sont liées à ma chaîne YouTube, parce qu'en fait, ça se voyait que c'était comme ça. Je n'étais pas là pour les mauvaises raisons. J'étais juste là parce que je kiffais ce que je faisais, j'avais envie de le partager. Derrière, c'était pas super structuré, super calculé et tout. Et je pense que ça m'a aussi aidé d'une certaine manière. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant... Rien à voir. Maintenant, c'est très structuré, c'est très réfléchi. J'essaie d'être beaucoup plus organisé et d'avoir un business qui va marcher à la longue, et c'est beaucoup plus organisé d'une manière qui est beaucoup plus saine, quoi. Ouais. Même pour moi, d'être au courant de tout. Enfin, il y avait une époque où j'étais vraiment pas beaucoup au courant de beaucoup de choses qui se passaient niveau business. Tu vois, il y avait tellement d'entre-deux. Donc, j'étais signé avec une agence, par exemple. Et cette agence communiquait avec ma mère beaucoup, avec moi bien sûr, mais il y avait toute une équipe qui gérait tous les trucs avec les marques. Et il y avait des fois où je réalisais que j'étais vraiment pas assez au courant de ce qui se passait. Moi, je disais, j'aime ce produit, j'ai envie de le mettre en avant. Ouais. Viens, on va bosser avec. Et après, tout le côté business derrière, je suivais moins, tu vois. Ouais, beaucoup plus création, la vidéo, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. C'était 100% création. Ouais, c'est ça. Et après, ça marchait. Hein. Il y avait plein de personnes avec qui je travaillais qui aimaient bien ça, parce que moi, j'étais plus en mode, écoutez, tout ce qui était numéro, business, etc., vous en discutez avec... c'était Dan qui gérait mes trucs à cette époque, un agent qui m'a énormément aidé aussi, qui m'a trouvé quand j'étais très jeune, qui m'a beaucoup aidé. Mais bref, et donc je disais ça, vous voyez avec lui. Moi, j'ai envie de me mettre dans une salle et de réfléchir à comment on peut avoir un concept sympa pour mettre en avant ça. Quelle vidéo on va faire? Viens, on part en road trip, viens, on fait ça, tu vois. C'était trop cool. Je vivais un peu dans cette petite bulle qui était dingue. Mais voilà, après, la réalité de la chose, c'est qu'au bout d'un moment, faut prendre les rênes dans sa main pour comprendre mieux ça et pour évoluer, surtout dans d'autres business. T'es obligé d'organiser, ouais. Parce qu'après, tu sais, tes intérêts, ils changent. Donc, j'ai eu d'autres choses qui m'intéressent. Par exemple, l'immobilier. Tu peux pas avoir cette attitude dans l'immobilier, tu vois. Donc, c'est aussi en rentrant dans d'autres industries, et que quand les chaussures, c'est un autre exemple. Je voulais faire des chaussures. Bah, tu vas pas juste faire des chaussures, tu vois, tu te réveilles pas un jour pour faire des chaussures. Donc j'ai beaucoup appris là-dedans. Et en étant structuré dans d'autres business, ça, j'ai restructuré mon corps truc. Et voilà, et j'ai vraiment eu un déclic à un moment où je me suis dit, ok, c'est bon, je pense que c'est cool ce qu'on fait, mais si je m'y mets vraiment, on peut passer la seconde et partir. Et honnêtement, je pense que chaque personne, à un moment, je le souhaite, hein, mais a un peu ce déclic-là et va savoir de quoi je parle. C'est juste que, peut-être moi, la seule différence, c'était que j'étais déjà un peu sur le terrain et devant 2-3 personnes qui me regardaient aussi. Donc, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, ça a toujours été devant une audience, tu vois. Depuis que j'ai 14-15 ans, tout est sur Internet. C'est ça que j'allais dire, c'est hyper intéressant parce que du coup c'est la grosse différence avec moi où j'ai découvert ça plus tard, tu vois, où j'ai commencé à lancer les expertises là, l'été passé et vraiment le 80% des expertises à faire c'était des gens que tu connais, des trucs, c'était du bouche à oreille
Et petit à petit, l'audience a commencé à monter. Alors, rien à voir avec la tienne, mais elle a commencé à grossir petit à petit. Dans le monde de l'immobilier en Suisse romande, c'est assez niché. Et après, maintenant, je me rends compte que 95% des trucs que je fais, c'est lié au réseau, directement ou indirectement. C'est un truc de fou. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce au réseau. Exact, c'est grâce au réseau, ça touche tellement de portes. C'est un outil tellement puissant. Si utilisé de la bonne manière, ça marche. Mais moi, ce que je dis un peu toujours aussi, c'est que c'est tellement un nouveau business que là, on commence à comprendre un peu comment ça marchait, etc. Mais par exemple, si tu veux être avocat ou tu veux travailler en assurance ou quoi, tu suis des cours, il y a des livres qui sont écrits, tu fais ça, tu vas arriver là, tu vois. Tandis que nous, on était en train d'écrire ce livre, tu vois. Il y avait rien, on savait pas. Donc, je sais pas, quand on faisait des concepts comme, viens, on commence des podcasts, tu vois, personne ne savait si ça allait marcher, ce qu'il y avait derrière. Maintenant, ça semble une évidence. Je me rappelle quand on avait le terme vlog n'existait même pas quand j'ai commencé. C'était, moi, quand j'ai commencé à filmer avec Shmi et tout, on tournait la caméra, on parlait de la voiture au cas où que les personnes ne savaient pas. Et quelqu'un nous a dit, mais c'est du vlog. On était là, mais c'est quoi un vlog? C'est un blog en vidéo. Mais tu vois, ça semble être une évidence. Et tu réalises, et je pense qu'on est juste en train d'être au début. Tu vois, on a peut-être écrit le premier chapitre de ce livre, mais il reste encore beaucoup derrière. Et fallait bien que quelqu'un écrive aussi le chapitre de comment gérer du côté business, du côté finance, tout ça. Donc, bon, ça c'est. Mais même YouTube, même les plateformes se sont énormément professionnalisées par rapport à ça. D'ailleurs, toi, tu as dû voir l'évolution entre YouTube début, YouTube après. Complètement. Ça a commencé à devenir payant, etc. Puis on s'est rendu compte que c'était une machine à générer des leads au final. Machine à générer des leads. Honnêtement aussi, ça gagnait beaucoup mieux avant. Là, maintenant, il y a beaucoup plus de monde qui le fait. Donc, le pot. L'argent publicitaire le CPM a baissé aussi. Avant, tu vois, dans le secteur automobile, on était genre 5, tu vois, à faire des vidéos et donc et l'audience était quand même là, donc c'était plus facile d'accéder à une plus grosse audience et tout ça. Il y avait l'époque des daily vlogs. Ça, c'était donc une vidéo tous les jours. Je crois que j'ai fait 6 mois d'une vidéo tous les jours. C'est énorme, ça. Ouais, c'était cool. Enfin, c'était beaucoup de travail. Mais après, j'avais jamais connu autre chose. Tu vois, on réalisait pas. Enfin, tu fais tellement ce que t'aimes que tu réalises pas trop. Sûr, au bout d'un moment, tu fais un peu un burn-out. Moi, j'en ai eu plusieurs de burn-out. Tous les créateurs de contenu, à un moment, vont avoir un burn-out. Je pense, enfin je le souhaite pas, de création de contenu, mais même juste en général, en termes de fatigue, en termes de tout, c'est prenant, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant parce qu'en fait, le daily vlog, tu passes ta journée à filmer une vidéo. Donc disons journée classique, 9h à 18h, tu filmes ta vidéo. Donc tu filmes toute ta vidéo toute la journée, tu as ton concept, tu rentres le soir, il faut faire le montage, tu fais le montage jusqu'à, je sais pas, minuit, disons. Tu te couches, le lendemain, tu recommences comme si le jour avant, tu n'avais rien fait. Tu vois tous les jours. Lundi, dimanche, samedi, mercredi, tous les jours, il faut le faire. Et au bout d'un moment, quand tu as produit plus de 500 ou 1000 vidéos ou quoi, même les idées, tu essaies d'innover en termes d'angle. Avant, tout ce qu'on faisait, on innovait un peu. Personne n'a utilisé cet angle-là. Il y a un nouveau micro qui est sorti, on peut faire ça. Les drones sont sortis, on peut utiliser ça. Mais au bout d'un moment, tu n'as plus d'idées, tu es un peu à ta fin, tu es épuisé. Tu as envie de prendre toutes les opportunités qui arrivent, mais du coup, tu voyages, donc tu as les décalages horaires, tu as tout qui monte. Et au bout d'un moment, ça pète, quoi. Donc, il faut passer par là pour apprendre. Par exemple, je suis sûr que toi, tu as appris, beaucoup des personnes qui sont dans le business à apprendre que c'est... Pour bien évoluer, c'est pas les opportunités que tu acceptes, c'est celles que tu refuses qui vont créer, tu vois. Donc de pouvoir dire non aussi à beaucoup de trucs, c'est un truc que pareil, 18 ans, tu sais pas nécessairement, on te dit un truc, on te vend des paillettes, tu as envie de le faire, même si derrière, des fois, c'est pas toujours la même chose, mais tu as envie d'accepter, tu as envie de tout prendre. C'est le gros problème que j'ai maintenant. J'arrive pas. En fait, je prends les leads, ça arrive, et beaucoup, et trop. Et en fait, je dis oui. Et du coup, j'ai des expertises là, j'arrive pas à délivrer. En fait. Exact. Et j'ai de plus en plus de choses à faire et j'arrive pas à délivrer. Comme je t'ai dit, tu vois, hier soir, j'ai fini très tard et c'est comme ça tout le temps. Et je me dis, mais c'est quand que j'arrive au bout de tout ça. Et en fait, t'arrives jamais au bout parce que, d'ailleurs, je rebondis sur ça.
Comment tu fais maintenant dans l'organisation que tu as mise en place tu viens de passer 300 000 abonnés sur Instagram. Félicitations d'ailleurs. Merci. Mais du coup, maintenant, tu as une équipe et tout qui répond à tous tes messages tout le temps parce que tu dois en avoir. Ouais. Mais juste pour vite fait, comme tu disais, que tu as l'impression que c'est non-stop. C'est bien, t'es à un moment, ça veut dire c'est en train de marcher, mais tu vas voir petit à petit, ça va devenir beaucoup. Et juste le seul conseil que je pourrais peut-être te donner là-dedans, c'est regarde toutes les opportunités et apprends à dire non à celles qui te semblent pas être, qui pourraient te changer un peu la voie et la carrière sur les réseaux devant toi. Si c'est des petits trucs rapides que tu dis oui parce que tu te sens je devrais peut-être le faire, souvent ces trucs-là, c'est ce qui prend le plus de temps et ça te bloque. Donc, et je me dis tout le temps, mais celui qui me demande ça, il me suit, il voit mes vidéos et tout, il a potentiellement besoin de moi, il faut que je lui rende service et je me dis, mais c'est pas une question d'argent. Hein. Je me dis, mais il faut que je puisse lui rendre service. Moi, je pense en général, il va pas t'en vouloir, tu vois. Le truc qu'il faut éviter, c'est les personnes qui commencent à se faire la grosse tête et se disent je suis au-dessus de ça, donc ils disent non d'une manière qui est malsaine, tu vois. Si tu dis juste écoute, j'adore ça, je pense que c'est un super concept, une super idée, je kifferais le faire, mais si je fais un truc, j'ai vraiment envie de me lancer dedans et je pense pas que j'ai le temps et je vais pouvoir me dédier à ça aujourd'hui, tout le monde va comprendre et ça te permet aussi d'avoir du temps. En fait, tu es dans un monde créatif. Si tu n'as jamais le temps de te poser pour essayer d'innover et d'avoir des idées, tu vas plus avancer, tu vois. Donc, il faut que tu te laisses le temps aussi pour te poser. Et là, tu peux peut-être revenir et te dire, le truc auquel j'ai dit non il y a 2 mois, peut-être que c'était pas une si mauvaise idée. Et tu peux revenir, tu vois, c'est plus facile de faire ça que de te lancer dans quelque chose, faire des promesses à des gens et à la fin te retrouver. Putain, ça fait 2 mois que j'ai pas pensé à des nouvelles idées, que mon contenu est le même depuis 6 mois, tu vois, j'ai pas innové. Donc il faut que tu te laisses ce temps, tu te dises, c'est pas une journée dans l'agenda où t'as pas grand chose, c'est une bonne chose. Tu vois, tu te dis, ok, c'est parfait, ça va être mon opportunité pour essayer de trouver des nouvelles idées, de me poser. Par exemple, tu es dans un milieu où, maintenant, la création de contenu, toi, tu as ta niche, mais tu peux t'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Angleterre, n'importe où. Et donc, il faut que tu prennes le temps de regarder aussi ce qui se passe là-bas, tu vois. De regarder les vidéos, de consommer aussi un petit peu de contenu, pas pour te faire influencer, mais potentiellement pour voir des trucs que tu penses que ton audience pourrait aimer ou que toi, tu aimerais tester en termes pour toi, perso. Bien sûr. Donc ça, c'est important aussi. Donc, le truc qui est difficile, c'est le plus que tu te mets en avant devant des personnes, le plus qu'on va te proposer des choses, le plus il faudra dire non au bout d'un moment. Et donc, et moi, je comprends exactement ce que tu veux dire, parce que c'était une de mes plus grosses faiblesses. C'est tu as envie de plaire à tout le monde, tu as envie d'accepter tout ce qui arrive, mais malheureusement, tu te tires un peu une balle dans le pied en faisant ça, et même tu tires souvent une balle dans le pied de la personne. Tu penses que tu fais une faveur, mais si tu peux pas te dédier à quelque chose que tu risques de décevoir, c'est pas une bonne idée, quoi. Ouais, c'est clair. 100% d'accord. Donc voilà. Donc après, pour revenir plus à ta question de la structure de tout, c'est fou. C'est comme n'importe quelle industrie, quel business. Au bout d'un moment, quand ça grandit, il faut déléguer des tâches. Donc le premier exemple, c'est un agent, puis il y a des monteurs vidéo, des vidéastes qui vont aider à tourner. Des community managers aussi. Community manager, ouais. Il y a ça. Après, il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien garder assez petit pour pouvoir contrôler vraiment. Je suis assez pointilleux sur les détails de comment je veux les choses. Donc. Et aussi, voilà, j'ai pas envie que ça devienne plus. Tu vois, moi, je suis à un niveau. Cool, enfin je m'amuse bien avec mes vidéos, mais c'est pas non plus gigantesque, tu vois. Donc j'ai pas envie non plus de commencer à me faire des films et dire j'ai besoin d'une société de 20 personnes pour gérer mon truc, parce que c'est pas le cas. Et souvent comme il y a toutes ces opportunités qui rentrent, beaucoup de personnes vont te dire des choses gentilles tout le temps, tu peux te mettre dans la tête, mais en fait nous on a un réseau qui est tellement géant, il nous faut quelqu'un pour s'occuper des billets d'avion, tu vois, pour s'occuper des posting community managers, tout ça. Oui, ça peut aider, mais non, t'en as pas besoin, tu vois. Et c'est un business, tu as envie que ce soit streamline, je vois pas le mot en français, et tu as envie que ça puisse, encore une fois, marcher à la longue. Donc, faut pas non plus
grandir trop vite et trop se prendre la tête. C'est plus important de rester qualité plutôt que quantité dans le staff que tu amènes avec toi, quoi. Donc moi, je reste dans les essentiels: montage vidéo, vidéaste, agence. Et après, oui, quand j'ai besoin, community manager, etc. Si j'ai besoin de quelqu'un sur place, mais nous, à chaque fois qu'on se voit, en général, je suis tout le temps tout seul, quoi. Quand je fais des tournages, des trucs, je connais d'autres personnes dans ce milieu-là qui se déplacent tout le temps un peu avec une team, etc. C'est cool, mais pour moi, je me dis c'est des frais en trop et j'en ai pas besoin, tu vois. Je suis pas au niveau. Si tu as 40 millions d'abonnés, peut-être, mais en tout cas, à mon petit niveau. Ça sert pas à grand chose, quoi. Ok, ouais. Et du coup, pour toi, c'est quoi la plateforme où il y a la meilleure audience, ou l'audience la plus pertinente, ou bien là où tu as le plus de connexion? YouTube, 100%, parce que c'est où j'ai toujours posté. Donc Instagram, c'est venu après, TikTok encore après, Facebook, j'étais on-off. Donc j'ai toujours eu cette connexion avec l'audience. Et c'est simple, enfin une vidéo Instagram, quelqu'un la regarde en moyenne 0 seconde 6. Un Reels, c'est genre 4-5 secondes. Une vidéo YouTube, c'est 2 minutes 30, tu vois. Moi, j'ai de la chance que c'est plus vers les 6-7 minutes sur mes vidéos. Les podcasts, c'est 30 minutes. Wow. Donc, ça fait vraiment... c'est normal. Si tu passes 6 secondes avec quelqu'un, tu vas peut-être l'oublier assez rapidement. Tu passes une demi-heure à discuter avec quelqu'un, tu vas te souvenir de cette personne, tu vois. Clairement, ouais. Donc, c'est exactement le même concept. Donc, YouTube, t'es vraiment proche avec l'audience. Moi, c'est peut-être particulier parce que j'ai vraiment grandi avec l'audience. Donc, quasi tous mes meilleurs potes, c'est des personnes qui regardaient mes vidéos de base, tu vois. Incroyable. Donc, j'ai vraiment cette sensation. Et quand je le dis, ça fait presque, tu sais, le gars qui essaye de dire « Ah ouais, c'est comme ma famille, etc. » Mais comme depuis que j'ai 14 ans, c'est ça, je n'ai jamais connu vraiment autre chose. Depuis que j'ai 14 ans, tous mes potes, c'est mon audience. Donc, je regarde vraiment ça comme juste, j'ai une énorme bande de potes autour du monde, tu vois. Et ça, c'est vraiment grâce à YouTube. Et donc, pour moi, YouTube, c'est vraiment la plateforme avec laquelle j'ai une connexion la plus proche avec l'audience. Et aussi, si on veut parler business, qui convertit le plus en termes de produits. Et justement, parce que quelqu'un qui te regarde pendant une demi-heure et qui t'apprécie vraiment et qui regarde tes vidéos pendant plusieurs minutes, dizaines de minutes, bah forcément qu'il est plus enclin à terme de t'acheter quelque chose que quelqu'un qui te voit passer 2 secondes ou 0,6 secondes. Et par exemple, tu peux parler plus. Tu vois, moi, si je te parle de ce micro et je te dis juste, tiens, regarde ce micro, c'est un bon micro, je te l'ai dit en une phrase, bon, ça t'intéresse pas trop. Si je commence à te parler bien du truc, de dire, regarde, c'est parce que tu peux régler là pour le son précis d'un côté, c'est une bonne qualité, les matériaux, etc. Je t'en parle en détail. D'un coup, tu te dis, ah ouais, putain, ok, maintenant j'ai bien compris pourquoi c'est un mot. Donc pareil, tu as plus de temps, tu peux te poser, tu peux, plutôt que juste mettre quelque chose devant quelqu'un, tu peux expliquer pourquoi tu es en train de leur montrer et pourquoi le produit est bon. Et donc ça convertit beaucoup plus. Ça va rester, tu crois, avec l'arrivée de TikTok, les shorts et tout, où là on voit effectivement que le temps de rétention d'audience il est minuscule, comme tu as dit, 0,6 secondes. Les gens ne sont pas attentifs. Franchement, tu vas dans les TPG à Genève, tu regardes un peu les gens, tu vois le pouce il fait en haut en bas comme ça, c'est un truc de fou furieux. Un truc de dingue. Je suis choqué. Oui, je pense que ça va changer. Je pense que ça va changer. Je pense qu'on va consommer plus de contenu. Donc je pense pas nécessairement que le contenu long, il y aura moins de vues. Je pense qu'il y aura juste plus de vues sur le court, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'avant, je sais pas, dans le métro, on envoyait des textos, tu vois, on lisait des articles, des trucs comme ça. On regardait pas nécessairement les vidéos YouTube, ça c'était quand on rentrait à la maison. Maintenant, plutôt que de faire les textos et lire les articles, c'est les shorts, c'est les reels. Donc c'est pas que ça remplace, c'est que ça vient en plus, tu vois, que le contenu long. Vrai. Donc il y a ça. De 2, ça peut renvoyer plus vers le contenu long. Moi, je me retrouve, par exemple, je regarde des Reels, je vois quelqu'un que j'apprécie, que je regarde. Je me dis, ah oui, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé une vidéo. Je mets dans ma boîte Watch Later et après, je reviens plus tard. Donc, je pense que ça va ramener aussi vers le contenu long. Et l'audience risque de consommer du contenu long d'une manière différente. Donc, ça va être moins... juste pour voir, tu vois, toi Edouard, pour voir ton contenu. Avant, fallait aller regarder le contenu long. Maintenant, je peux le voir en short, en reel. Là, ça va vraiment être pour s'éduquer, pour passer un moment avec l'audience. Donc, je pense que la qualité va augmenter sur le contenu long parce que ça va être plus pour voir quelque chose de qualité et vraiment
aller voyager avec l'audience, avec le YouTuber qu'on regarde, tu vois. Clairement. Plutôt qu'avant, c'était juste, bon, je vais aller regarder YouTube, voilà. Maintenant, c'est vraiment posé, je me suis fait mon petit plat, je vais mettre ma vidéo YouTube d'une demi-heure. Là, c'est exactement ça. Donc, Exactement ça va ce que je fais. Ouais, ça va aller exactement plus dans cette optique-là, je pense. Donc, voilà, je pense pas qu'un va remplacer l'autre. Je pense que les deux vont s'adapter. Je pense que le contenu court va devenir plus court, plus regardé, et le contenu long va limite devenir plus long et plus engagé. J'avais vu un YouTuber d'ailleurs qui disait ça. Donc le short content, c'est vraiment on va faire c'est des teasers, c'est des teasers du contenu long. Et puis donc tu regardes du coup, après tu vas sur le long, et en fait il disait que peut-être que les vidéos qui durent 5 minutes ce sera pas les plus regardées. Effectivement ce sera plutôt des podcasts, des vidéos qui durent 1 heure, où là vraiment tu t'imprègnes, tu te dis en fait tu regardes ça comme un film, quoi. Tu consommes comme si tu regardes un film. Exactement, ça va être une manière différente, je pense, de consommer le contenu. On consomme moins de photos, par exemple, sur Instagram. C'est beaucoup plus les Reels. Donc, ça va changer. Et ça, c'est TikTok qui a tout bousculé. Mais je pense que YouTube est en train d'essayer de faire une plateforme où il y a tout. Contenu long, disons, donc plus de 1 minute. Contenu court. Et maintenant, ils mettent podcast aussi. Ils ont ajouté, j'ai vu. Ils ont ajouté podcast. Donc, en gros, tu vas sur YouTube et tu as tout, quoi. Donc, tu mets tes podcasts sur YouTube, exact. J'ai pas utilisé le nouveau truc. Mais tu mets les formats vidéo en vidéo. Ouais, moi je vais format vidéo. Mais l'onglet podcast, là je crois que maintenant c'est que l'audio. Donc maintenant il y aura que audio aussi. Donc ça va être comme Apple Podcast ou Spotify, tout ça, quoi. Toi tu mets sur de partout ce podcast? Ouais, les vidéos, mais pas en audio sur YouTube. Mais c'est tout récent, donc je vais peut-être essayer. Je pense autant essayer. En général aussi, ils mettent en avant les nouveautés. Donc si tu vois, comme quand les Reels sont sortis, ils voulaient mettre en avant les personnes qui utilisaient les Reels, quoi. C'est sûr. Donc voilà, non, je pense que c'est une bonne idée. Bon, magnifique. Et si maintenant on parle un petit peu plus de l'immobilier, si ça te va. Parce que du coup, on s'est rencontrés un peu comme ça, par les réseaux, parce que tu es tombé sur mon contenu, si je me trompe pas. Non, c'est exactement ça. J'ai vu ton contenu. C'est vrai que la Suisse, c'est niche comme marché en termes de contenu sur Internet. Il n'y avait pas grand-chose. Surtout en français. Exact, surtout en français. Et moi, ça me fascine. Je trouve que c'est un marché immobilier où il y a beaucoup d'opportunités. J'aime beaucoup le marché suisse, quoi. Et j'ai envie d'apprendre, comme tout. Je trouve que moi j'adore m'éduquer sur des sujets, tu vois, regarder plein de trucs et limite ma copine elle dit des fois que c'est un peu relou parce que si je suis en train de faire quelque chose, j'ai envie d'être, donc quand je prends ma douche, je me mets un podcast et j'écoute quelque chose, c'est limite trop, je devrais m'arrêter et juste relaxer de temps en temps, mais là quand j'ai trouvé ton contenu, je me suis dit trop bien, là je vais pouvoir apprendre plus sur le marché suisse pour être bien calculé et bien réfléchi le jour où peut-être je décide de faire quelque chose. Donc voilà, nous après on s'est rencontrés, on a commencé à discuter un peu de ça, quoi. Ouais, magnifique. Et du coup, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que tu passes beaucoup de ton temps en France, du coup, à Monaco et à Genève, donc en Suisse. Mais qu'est-ce qui te pousse plus vers l'immobilier suisse que l'immobilier français? Donc je passe beaucoup de temps, de plus en plus de temps à Genève quand même. Comme le contenu que je filme est beaucoup plus dans le sud de la France, je filme beaucoup de contenu en bas. Et après, je reviens ici, et tu vois, une journée comme aujourd'hui, là, je suis en train de poster des stories à Monaco que j'ai pas eu le temps de poster quand j'étais là-bas, tu vois. Et donc, je passe plus de temps et j'aime bien avoir, c'est un peu comme mon petit monde secret qui est pas sur les réseaux, tu vois, comme beaucoup des choses sont sur les réseaux. Ma petite vie à Genève, je l'ai à moi ici. Et comme tout ce qui est immobilier, c'est plus perso, c'est quelque chose dont je ne vais pas nécessairement parler énormément sur les réseaux. Là, bien sûr, on en discute, mais c'est parce que ça me fait trop plaisir d'en parler avec toi. Mais sur mes réseaux, je ne pense pas que je vais nécessairement trop en parler. Je trouve ça safe, quoi. Je trouve qu'en France, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de frais. Moi, j'ai bougé beaucoup de ma vie à Genève, toute ma vie, quoi. Et voilà, donc maintenant que je suis ici, je me dis pourquoi pas, j'ai envie de vraiment m'implémenter encore plus, de passer plus de temps ici. Et en discutant avec toi, ça m'a fait ouvrir les yeux un peu sur les opportunités de structure à prendre et comment je pourrais le faire d'une manière qui est intelligente long terme. Comme tu peux peut-être l'entendre, long terme, c'est un terme qui revient beaucoup parce que j'essaie de penser à ça. J'ai 26 ans, il faut y réfléchir un peu, tu vois. Donc
Donc ouais, moi c'est vraiment plus en investissement que j'y réfléchis plutôt que pour moi pour nécessairement vivre dedans. Enfin on en a parlé, ce serait des trucs plus pour avoir un bon rendement. Absolument. Et voilà quoi. De l'investissement de rendement plutôt. Ouais. Exact. C'est clair, c'est l'immobilier pour le long terme, c'est plutôt bien parce que l'immobilier c'est lent, c'est lourd, c'est conséquent, mais hyper intéressant. C'est vrai que les marchés immobiliers entre la Suisse et la France sont très très différents. Donc on a d'ailleurs la prochaine conférence que je fais, regarde-la peut-être, parce que je parle vraiment, je décris l'immobilier en Suisse. Et c'est vrai que le marché immobilier suisse, il est très spécifique. Et du coup, on en avait parlé, mais là tu es à Genève et c'est un marché qui est très différent du Valais, très différent du canton de Vaud, de Fribourg, Neuchâtel, enfin voilà. Donc c'est hyper micro-situationnel. Et incomparable avec la France, nos pays voisins, ou les États-Unis, la Chine. On m'a souvent dit. C'est rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est clair. On m'a souvent dit les prix baissent en Chine, le marché va s'écraser en Suisse, quoi. Mais c'est quoi pour une comparaison? Je veux dire. Rien à voir. Mais rien à voir, ouais. Ça, c'est une des raisons que j'aime beaucoup la Suisse. C'est que c'est beaucoup plus détaché dans tout, hein, pas dans l'immobilier nécessairement, mais dans tout. Enfin, là, on le voit même avec les j'ai oublié le mot. Bref, l'inflation, voilà. Avec l'inflation, à quel point la Suisse est protégée, quoi. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle je trouve que c'est intéressant si tu veux investir long terme, encore une fois, que la Suisse, il y a un bénéfice énorme, quoi. Et tu peux être plus serein. En général, moi, j'ai trop hâte de plus m'implémenter ici. Et ça fait quand même longtemps maintenant que je suis là. Donc, je commence à un peu prendre pied ici. Et voilà, quoi. Donc, j'ai hâte de m'y mettre. Mais nous, on discutait aussi plus. Là, on est à Genève. Les opportunités, tu en parles beaucoup sur tes réseaux. Et c'est toi qui m'as ouvert les yeux à ça. Dans les plus petites villes, les opportunités qu'il y a pour des biens de rendement là-bas, plutôt que dans une grosse ville comme Genève où c'est très cher. Exact. Ouais, c'est ce que je recommande. Ouais. Enfin, c'est ce que j'aime beaucoup, moi. Ouais. Effectivement, les petites villes entre 10 000 et 50 000 habitants. Après, il faut toujours connaître, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mais il faudra qu'on en parle plus dans le détail quand tu es prêt vraiment à aller de l'avant avec ça, ouais. Parce que je pense qu'il faut bien comprendre ce que tu veux faire. C'est la problématique de l'immobilier, c'est qu'on a eu beaucoup de cas aussi en Valais où des Genevois, des Vaudois ont acheté des opportunités présentes en Valais de construction neuve et sans vraiment savoir ce qu'ils achetaient, sans vraiment savoir où ils achetaient. Et tu te retrouves vite avec, en plus en Suisse on parle de gros montants, donc c'est tout de suite un gros investissement, tu vois. Et on se retrouve avec des personnes qui ont acheté des biens immobiliers qui au final après sont difficilement revendables ou louables. Ils achètent juste basé sur le prix. Donc, exact. Et ça, il faut pas. Comme on en parlait avant, souvent beaucoup de ces nouveaux immeubles qui sont en construction, tu vois le truc, ça a l'air dingue, tout moderne, tout neuf et tout, mais après c'est pas très bien placé. Tu n'auras pas ton locataire dedans directement. Il y a des risques quand même avec ça. Moi, je suis en train d'apprendre un peu tout ça. Là, je suis vraiment en phase apprentissage. Je suis pas pressé, tu vois. J'ai 26 ans, j'ai envie de prendre mon temps, de bien apprendre les trucs et de pouvoir discuter. Moi, ça m'aide beaucoup parce que moi, j'ai mon milieu, c'est l'automobile. Si jamais tu veux t'acheter une voiture, tu m'appelles. Mais il faut savoir son milieu et où il faut plutôt être à l'écoute, quoi. Et c'est ça que je trouvais intéressant quand on a commencé à se contacter, c'est qu'au final, tu vois que ça se professionnalise dans ta tête vraiment quand tu commences à t'intéresser à l'immobilier, quoi. Quand tu dis, d'ailleurs on en avait parlé je crois, quand tu dis tu te pars à la base, tu fais des vidéos, ensuite ça évolue, tu vois que ça génère des listes, des contacts, des trucs, des opportunités, ça devient un business, puis après t'es dans le business, dans les vidéos, et tu te dis il me faut de l'investissement maintenant. Ouais, faut placer quoi. C'est là que... Qu'est-ce que t'en fais au bout d'un moment, tu vois. Tu vas pas juste... faut essayer d'être stratégique, quoi. Donc ça c'est où vraiment ce truc-là. Et aussi, moi j'ai toujours entendu parler, et tu vois souvent des personnes qui ont sur Internet ou un peu public, disons, jeunes qui ont peut-être un peu de succès et qui disparaissent ou qui dépensent tout ou quoi. Et moi, j'ai toujours eu peur de ça, tu vois. Je me suis toujours dit, ne deviens pas un de ces cas-là, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'essaie aussi d'être plus stratégique, et l'immobilier, c'est la chose la plus logique. Et une fois que tu rentres dedans, comme tout,
ça devient un peu addictif, tu as envie d'apprendre plus. Et voilà, enfin, moi, je suis vraiment intéressé là-dedans et je trouve aussi, si tu vas faire un placement, faut être intéressé dedans. Ouais. Si c'est un truc que tu fais juste purement par placement, mais que toi, tu t'en fous ou ça t'intéresse pas, tu vas pas t'amuser aussi en le faisant. Mais si tu prends vraiment plaisir, tu fais ça, tu vois, avec des amis qui te conseillent et le milieu t'intéresse, ben alors pourquoi pas. Et moi, maintenant que j'ai pris plaisir avec l'immobilier, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de rentrer là-dedans. Ouais. Quoi. Un bon conseil que tu peux donner à tes potes créateurs de contenu du coup dans le milieu, si ceux qui sont justement sur la tangente, ils ont du succès, etc. Et ils font de l'argent, mais il y a la possibilité qu'ils crament directement cet argent. Ouais. L'immobilier, pour ça, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que tu vas générer de l'argent et au lieu de le cramer, si tu l'investis très vite dans l'immobilier, c'est quelque chose qui n'est pas non plus des plus liquides. Tu peux pas récupérer le lendemain la somme que tu investis. Donc tu prends ce cash, tu parques ce cash et après, il est parqué. Il est bloqué et tu peux pas l'accéder, plus toucher, tu vois, et tu peux pas faire de conneries. Donc voilà. Ouais, tu peux pas. C'était bien conseillé, ouais. Tu vois, moi je suis dans un monde automobile, donc beaucoup des youtubeurs automobiles sont en train d'acheter des voitures à droite à gauche. Ça peut être super, tu peux gagner beaucoup d'argent dans les voitures, mais tu peux aussi en perdre très rapidement. Ouais. Et donc ça peut être tentant, si tu as un peu d'argent de côté, de te dire bon bah ouais, en fait quelqu'un m'a appelé hier, il y a une opportunité pour cette voiture, pourquoi pas. Et si c'est la mauvaise, tu peux perdre beaucoup. Tandis que si tu as placé, tu as parqué, comme tu as dit, dans de l'immobilier et tu t'es laissé un budget que tu te dis bon, pire des cas, et je vais pas me mettre dans une situation trop mauvaise si je perds ça, bah là tu peux t'amuser dans l'automobile, les trucs à plus haut risque. Ouais. Mais déjà, et c'est comme tu vas pas commencer à construire un immeuble avant que tu aies construit la base, tu vois, de l'immeuble. Bien sûr, donc construis déjà la base, construis ta marge de sécurité. Et voilà. Et ça c'est exactement une des raisons pour laquelle moi aussi je voulais m'y mettre. Et en Suisse, bon là on parle très loin dans le délire, mais aussi marge de sécurité pour moi. Et si un jour j'ai une famille, etc., je trouve que la Suisse aussi c'est très intéressant à ce niveau-là. Oui. Surtout si tu compares à la France, tu as envie de mettre en place quelque chose pour que à un jeune âge, tu aies déjà commencé à construire une certaine sécurité, une certaine... c'est vrai que d'un point de vue sécurité, stabilité, éducation, on est assez tranquille ici. Ouais. Si un jour j'ai une famille ou quelque chose comme ça, quoi. Donc je sais que je suis beaucoup trop jeune d'y penser maintenant, mais c'est mieux d'y penser trop tôt que trop tard. Exact. Comment tu vois l'évolution du coup de ton contenu et puis de la suite dans tout ce que tu fais sur Internet, la connexion entre Internet et le business ouais. Et tout. Ben, j'ai envie de continuer à apprendre dans d'autres milieux, donc les chaussures on va vraiment commencer à pousser beaucoup plus. Okay. Ça va être très cool, ça va arriver, donc c'est pareil, un peu dans l'ombre derrière, on est en train d'y bosser beaucoup. L'immobilier bien sûr, je suis pas pressé, mais j'ai envie d'apprendre, de vraiment faire le truc bien et d'avoir peut-être quelque chose qui roule tout seul, tu vois, dans lequel je prends du plaisir. Et sur YouTube, de continuer à toujours apprendre, tu vois, j'ai pas envie de prendre ce point de vue de bon, ça fait longtemps que je fais ça, parce que c'est l'inverse. C'est un monde qui évolue tellement vite. Enfin, tous les 2 mois, ça change, tu vois. Ouais. Donc, de continuer à apprendre là-dedans, de continuer à évoluer, tout en faisant des vidéos qui me font plaisir et de faire kiffer mon audience. Donc j'ai des nouveaux concepts vidéo qui vont sortir. Par exemple, moi, un rêve que j'ai toujours eu, c'est de faire du sport auto. J'ai envie de faire de plus en plus de ça et d'amener mon audience avec moi. Parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui kifferaient faire ça aussi. Ouais. Donc j'ai envie de les amener avec moi dans l'expérience, montrer la réalité de la chose, les frais, la préparation physique, le côté mental. Il y a des jours qui sont très difficiles dans ce milieu-là, comme des jours qui sont meilleurs. Je commence de rien, tu vois, je suis pas quelqu'un qui a fait du sport auto toute sa vie. Bien sûr. Mais d'amener l'audience et vivre cette expérience avec moi, c'est quelque chose que j'ai grave envie de faire. Donc voilà, enfin plein de choses comme ça et toujours continuer à essayer d'évoluer, quoi. C'est génial comme les réseaux, ça a pu t'apporter, ça a pu t'amener loin, quoi, à faire des trucs incroyables. D'ailleurs, du coup, comment c'était ? T'as fait ta première expérience F1 là ? Ouais. C'était comment un peu ? Fou, donc j'ai conduit une F1, ça c'est... Enfin, même juste de dire cette phrase, c'est... Grâce aux réseaux sociaux ? Grâce aux réseaux sociaux, ouais. C'est clair. Et c'était fou, enfin, c'est même 100 fois plus que ce que j'imaginais, tu vois, les sensations, là. En fait, c'est impressionnant. Tu sais, en fait, il y a des choses, tu t'attends, tu vois. Tu sais que l'accélération va être impressionnante, que les jets que tu vas te prendre dans les virages, que le freinage, ça j'étais préparé, tu vois. Mais par contre,
l'adrénaline et tu as un sentiment de paix quand tu sors de la pit lane où tu es tout seul, tu es complètement en paix avec toi-même, tu vois. C'est incroyable. Et ça, pour moi, c'était quelque chose que j'avais pas que j'avais pas vu venir avec la F1, que j'ai adoré, quoi. Si jamais tu as l'opportunité, je te le conseille, quoi. Et moi, en plus, je suis pas du tout voiture, mais j'ai trouvé incroyable ta vidéo. Sur ça, j'ai trouvé fou. Ah, t'as regardé la vidéo ? Ouais, c'est clair. La préparation physique qu'il faut prendre, c'est... Ouais, je m'attendais pas à un truc c'est pareil. le cou, c'est les jambes. En fait, la pédale de frein, c'est l'équivalent de 80 kilos. Donc, imagine-toi, si tu fais une leg press comme ça, de 80 kilos, sur une jambe, et tu le fais, je sais pas, si t'as 15 virages dans ton tour, tu le fais 15 fois par tour, quoi. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé limite addictif, c'est t'as des sensations tellement fortes que tu ne vas jamais revivre à moins que tu refasses ça ou équivalent. Donc, bien sûr, la F1, enfin, à mon avis, je sais jamais, je touche du bois, mais je pense que j'ai conduit une fois et maintenant, voilà, basta, quoi. Parce que c'est le plus haut, c'est le niveau le plus haut, tu vois, que tu peux atteindre. Et maintenant, 26 ans, même si je suis jeune, et les pilotes, maintenant, ils rentrent en F1 à 19, 20 ans, tu vois. Ouais. Donc, mais le truc qui m'a choqué le plus, c'est que tu as tellement de pression, tu vois, avant. Parce que c'est un truc, quand même, ça te fait stresser. Il y a la valeur de la voiture, il y a le côté danger, parce que tu es quand même... t'es pas couvert, tu fais 300 km/h dans la ligne droite. Voilà, il y a le côté danger. Il y a le côté de... Tu as tous les mécanos, tu as tout le monde autour qui ont tous fait leur travail parfaitement. La voiture, elle roule, tout se passe bien. Maintenant, ils se mettent tous de côté. Il n'y a que toi, tu vois. Il n'y a que toi qui peux le faire et tout le monde est là et qui regarde. C'est tellement intimidant, la voiture. Voilà, donc j'ai jamais senti limite autant de pression. Donc quand tu rentres dans la voiture, tout le monde qui est là, qui filme, tout le monde autour qui veut voir. Toi, t'es en stress, mais à un niveau, tu sais, quand t'as les jambes qui commencent à partir. Ouais, je vois exactement. Donc t'as ça qui monte, mais à un niveau extrême. Et ensuite, dès que tu sors de la pit lane, fou. Silence total, t'es tout seul, t'as passé ta matinée à être entouré de personnes qui disent « Oublie pas ça pour les freins, ça sur la direction, ce bouton sur le truc », et d'un coup, t'es tout seul. Et donc tu passes de pression extrême à totalement, genre juste toi et la voiture, et même s'il y a énormément de bruit, t'as l'impression qu'il y a un silence total autour de toi, connexion avec la voiture et adrénaline. Et cette transition d'émotion, tu vas jamais ressentir, à part, je sais pas, les gars qui sont en avion de chasse ou des trucs comme ça, tu vois. Mais et ça, je sais que je vais jamais le revivre à moins que je refasse du sport auto. Et donc une fois que t'es lancé dedans, c'est fini, quoi. Parce qu'après il faut le revivre. Et ça, je m'y attendais pas autant. Et après, quand tu rentres au stand, t'as tout ça accumulé qui est relâché parce que tu dis c'est bon, je l'ai fait. La voiture est en un morceau, moi je suis en un morceau, je vous ai rendu la voiture, j'ai pu faire un truc qui était pas dégueu, tu vois. Et donc voilà, tu relâches. Tu as un mois de préparation, disons, physique où tu as bien mangé, tu vois, pas touché une goutte d'alcool, fait le physique et tout. Et tout ça qui ressort quand tu rends la voiture, c'est dingue comme sensation. Et donc voilà, donc j'ai envie d'essayer de transmettre ça un maximum à mon audience et bien sûr de le revivre moi en perso au passage, quoi. Bien sûr, c'est génial de pouvoir faire ça. Ouais. Alors, on voit quand on parle, c'était une expérience. Ah ouais, on non, mais c'est t'as dû t'emmerder en rentrant sûr. dans la M5 après. Le truc c'est après, t'as vraiment élevé la barre, tu vois, de où tu vas chercher ces sensations. Et même si t'as de l'adrénaline ou t'as des trucs, c'est jamais pareil, quoi. Donc tu vas toujours chercher plus. Et donc après, il faut juste en être conscient. Si tu je sais pas, moi en tout cas, là, je me suis dit, bon, tu vas sûrement en vouloir plus maintenant, mais au moins tu sais pourquoi. Tu vois, je sais que c'est parce que j'ai roulé cette F1. Après, moi, c'est ma manière de le vivre. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont le vivre une fois. Limite, ça va pas trop les choquer, se dire, ouais, bon, bah, c'était une F1, mais voilà, quoi. Ouais. Je sais pas, mais moi en tout cas ça m'a vraiment fait un truc et ça m'a donné envie de le refaire. Ouais, bah en tout cas c'est génial de pouvoir partager ça avec une audience, quoi. Ça rend le truc encore plus fou, quoi. Ouais, je pense que ça c'est sûrement le truc le plus... Enfin, si tu m'aurais dit ça, genre quand j'ai commencé YouTube, qu'un jour j'allais pouvoir conduire une F1, j'aurais jamais cru. Et ouais, j'aurais badé quand même. Enfin, c'est assez intense. C'est malade. Surtout pour mes parents, ils étaient venus avec moi.
et ma copine et tout. Je pense que c'était limite encore plus stress pour eux. Parce que toi, quand tu es dans la voiture, c'est comme... tu sais, quand quelqu'un d'autre fait un truc, tu as limite plus peur. Donc, moi, j'ai un ami qui c'est un joueur de tennis. Quand je regarde ses matchs de tennis, c'est insupportable. Parce que je suis trop en stress, tu vois. Et lui, quand il est dedans, comme c'est lui qui contrôle, ça va. J'ai un peu peur des... Bon, c'est ironique parce que je voyage beaucoup, j'ai un peu peur des avions. Si je sais que ma copine ou mes parents prennent un vol aujourd'hui, je vais stresser. Genre, j'ai hâte qu'ils me textent, c'est bon, j'ai atterri et tout. C'est moi qui prends l'avion, ça va. Tu vois, ça me gêne pas du tout. Donc, 100%. Pareil, eux, je pense, quand ils me regardaient moi dans la F1, ça les faisait plus stresser que limite moi qui étais dans la voiture parce que je savais, je sais un peu où est ma limite, comment contrôler le truc. Mais bon, j'ai quand même bien stressé. Incroyable, j'imagine. T'as des idées de nouveaux business en cours là, qui vont se créer, qui vont sortir et tout? Bien, tu te concentres sur ce qui est déjà en place. Ouais, non, toujours un peu des idées, mais comme je t'ai dit, le truc c'est de pouvoir bien choisir et pas se lancer dans trop de trucs, tu vois. Donc, je fais beaucoup, disons, de market research sur des opportunités, tu vois, qui pourraient être là. Prendre le temps d'écouter. Voir comment des choses pourraient s'appliquer à mon milieu, parce qu'il faut un peu rester aussi dans les choses qu'on connaît, surtout si c'est pour avoir un rôle, tu vois, si c'est juste pour investir dans un truc, ok, là c'est différent, parce que même si c'est pas mon milieu nécessairement, tu prends des experts qui te conseillent, et voilà. Mais si c'est pour avoir un rôle vraiment dans un business, là il faut que ça reste dans des choses que tu connais. Donc ouais, j'ai plusieurs idées. Les chaussures, c'est vraiment quelque chose qu'on va évoluer et peut-être passer dans plus que juste des chaussures, quoi. Donc il y a ça. C'est vraiment des semelles en pneus de voiture? En cours. En cours, ouais. Donc ça va arriver, ouais. Okay. Ça va arriver. Il y aura plein de nouveautés qui vont être folles. Génial. Enfin, la chaussure, elle va être... les chaussures même vont être, je l'espère, assez innovantes et vraiment qualité. Et un produit qui pourrait vraiment avoir sa propre vie hors mes réseaux, tu vois. Donc ça c'est l'idée. Bon. On fait aussi des produits pour d'autres youtubeurs. Bon, ça c'est tout un autre business. Nous on en avait parlé. J'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux, mais du coup comme j'ai tout mis en place pour moi-même pour faire des chaussures, etc. Je fais ça aussi pour d'autres youtubeurs, tu vois. Donc toi demain tu as envie de faire ta paire de shoes, tu viens voir. Moi je suis ton supplier qui va s'en occuper. Et voilà, donc ça c'est un autre business. J'ai un de mes meilleurs potes qui bosse avec moi sur ce business là et on bosse avec des usines au Portugal et voilà quoi. Donc ça c'est un autre business pareil qu'on va commencer, mais ouais, le plus de trucs que comme n'importe qui, le plus de trucs que tu fais, le plus ensuite ça te laisse moins de temps pour moi-même, le plus il faut être structuré. Et j'ai quand même envie de pouvoir kiffer un peu mes années, tu vois. Bien sûr. Ouais, et voilà, donc tellement appris avec tout ce que tu as mis en place là. Ouais, c'est vrai que tu apprends beaucoup. Ça vaut la peine. Et il y a eu plein de choses qui n'ont pas marché. Hein. Ça, c'est le truc dont personne. Tu vois, bien sûr, on n'en parle pas parce que c'est pas sexy, tu vois. Mais parce que j'ai pas non plus envie d'être là et faire, tu vois, le gourou qui sait tout, que tout marche, etc. Mais tu vois, sur YouTube, un milieu sur lequel je suis depuis très très longtemps maintenant. J'ai des gros flops, des fois des vidéos qui font des gros flops, je pose pas de la bonne manière, etc. J'ai eu des idées business qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fonctionné, mais j'ai appris limite plus à travers ces trucs-là que d'autres. Si tout marchait tout le temps, ça serait chiant, en fait, t'apprendrais pas trop, ça serait pas intéressant. Donc bon, quoique en vrai, ça serait pas mal aussi. Mais voilà, donc tu vois, je trouve c'est important de le dire aussi parce que dans les réseaux, et moi j'en ai fait partie beaucoup, tu as tendance de seulement parler du bon et de montrer le bon, tu vois, et c'est pas toujours la réalité. Et c'est important aussi de mettre en avant les côtés un peu moins sexy et les côtés réels, parce que c'est pas nécessairement bon pour les gens qui passent la journée sur le téléphone à se dire moi qu'est-ce que je fais à côté, etc. La vie de rêve. Donc si on va mettre tout sur la table, faut mettre tout sur la table, tu vois, faut essayer de pas trop filtrer. J'avoue c'est difficile. Moi en premier, je choisis les trucs les plus sexy à poster, etc., que les gens vont vouloir regarder.
Mais c'est pour ça qu'un podcast, et moi j'adore, je fais un podcast aussi, j'adore avoir ça parce que tu peux t'ouvrir plus et montrer la réalité de ce qu'il y a derrière. Et c'est important de faire ça pour remettre en contexte que, tu vois, toi, tu n'es pas un super humain dans l'immobilier. Moi, sur les réseaux, on va faire des erreurs, on va en apprendre. Et je trouve que c'est important de montrer ça aussi. Donc voilà, là, on parle de tous les trucs qui ont bien marché. Mais bien sûr, derrière, il y a eu des trucs qui ont moins cartonné, avec lesquels j'ai appris. Et c'est normal. Et il y a sûrement beaucoup de personnes qui nous écoutent maintenant qui sont peut-être à ce moment-là, où il y a quelque chose qui est en train de moins bien marcher ou qui a moins bien marché, et c'est complètement normal. Il faut juste prendre ça comme un point positif sur ton trajet, quoi. Et un apprentissage. Voilà. Exact. Magnifique. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup pour l'épisode. C'était vraiment génial, très enrichissant, très intéressant. Et puis voilà, moi merci de m'accueillir, hein, merci de m'avoir eu ici, de m'avoir écouté, ça me fait toujours plaisir. C'est cool d'être en invité, tu vois, plutôt que d'avoir tout organisé et tout. Ouais. Je me sens, tu sais, j'étais là en mode putain, est-ce que je devrais être en train de t'aider plus, juste de m'asseoir ici et faire mon truc, ça me fait bizarre. Mais merci beaucoup en tout cas, et bravo pour ce que tu fais aussi. Beaucoup des personnes qui écoutent, tu es en train de les aider parce que toi, ce que tu fais, c'est tellement important. L'immobilier, ça va être la plus grosse décision financière dans la vie de quelqu'un. Donc pour toi d'être là, de pouvoir les guider et de leur tenir un peu la main et de les amener dans la bonne direction, c'est très important. Donc je pense, oublie jamais ça, que tu as quand même un rôle très important dans la vie des personnes qui te suivent, et félicitations pour ça aussi. Je ferai du mieux que je peux. C'est promis, félicitations à toi, et bien sûr on reparlera d'immobilier ensemble. Oui, on peut tes en investissements à toi. N'importe quand. Avec plaisir, je suis impatient qu'on bosse ensemble sur tes projets immobiliers en tout cas. Ouais, nickel. Merci beaucoup. Merci Ciao tout le monde. À très vite. Ciao. Ouais.